bienvenue dans la boîte à questions Salesforce, le podcast où on décortique le marché, on apprend, on débat, on répond à toutes vos questions. Que vous soyez consultant, utilisateur ou simplement curieux, rien n'est hors sujet et tout est permis. Let's go! Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour. Donc, déjà, on va se présenter. Donc, Yacouba, si tu peux commencer. Alors, je commence. Yacouba Sagara, je suis architecte Salesforce et je dirige aujourd'hui Gimini, qui est un intégrateur Salesforce. Et je suis dans l'écosystème Salesforce depuis 15 ans. Hey. Donc, bonjour. Gradiela, donc spécialiste en recrutement Salesforce depuis maintenant 8 ans. Hello, Florence Kies, spécialiste en recrutement de profil CDI depuis bientôt maintenant 8 ans également. Bonjour, moi c'est Solène Gliner. Je suis Product Owner dans l'environnement Salesforce et ça fait 14 ans que je travaille dans l'univers Salesforce. Et moi c'est Adrien, je suis développeur Salesforce et ça fait 6 ans que je suis dans l'univers Salesforce. Super. Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui, on est super bien accompagnés. Donc, l'objectif de ce panel aujourd'hui, c'est comprendre un petit peu les positionnements de chacun dans un projet. Donc, on a Yacouba, du coup, qui est président et ancien consultant du coup Salesforce. Ancien consultant. Oui. Et du coup, nous avons Solène, du coup, qui est freelance, qui a un positionnement en tant qu'externe, tout simplement dans les projets. Et nous avons Adrien, du coup, qui travaille pour un client final. Donc, c'est les différents points de vue. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de se comprendre, comment améliorer les choses dans un projet et travailler vraiment en pleine cohésion. C'est ça. Et d'ailleurs, la première question que je me pose, ce serait d'avoir un peu votre point de vue sur qu'est-ce qui fait que la réussite d'un projet Salesforce, d'un point de vue le tien, Yacouba, le tien, Solène, et le tien, Adrien. Ok. Je peux commencer. Oui. Allez, vas-y. L'important, c'est la communication, toujours. Par ma petite expérience de 6 ans environ, quand la communication est là, le projet fonctionne. Salesforce, il y a tellement il y a des développeurs, il y a des archis, il y a des consultants il y a des business analysts. On parle pas forcément le même langage, mais c'est pour ça que la communication doit être excellente, de manière à ce qu'on puisse avancer. Un développeur, ça fait du code. Les business analysts, ils comprennent pas forcément le code. La seule façon que tout le monde se comprenne, c'est la communication. Donc pour moi, c'est la base, la communication dans un projet pour que ça puisse avancer de la meilleure des façons. Ok. Eh bien, moi je vais rejoindre en fait Adrien parce que je trouve que si on communique pas, il y a des gens en fait qui sont justement pas techniques qui peuvent survendre. Et donc ce qui est important, c'est de pas survendre. C'est parce qu'en fait, des fois, si on connaît pas en fait les limites de Salesforce, on peut se dire oui, il y a pas de souci, ça va passer super facilement, etc. Et ça met du stress et ça met en fait, on va dire une difficulté supplémentaire qui ne devrait pas être là. En fait, je pense que comme la communication, si on communique, ça c'est complexe, ça c'est pas complexe, qu'on le met en fait en avant directement auprès du métier, ils sont tout à fait en capacité de comprendre en fait qu'on ne pourra pas livrer tout en une fois et que justement il faut séquencer. Donc je pense qu'en fait ça c'est extrêmement important, c'est de connaître en fait ce que fait la machine Salesforce. Parce que si on ne connaît pas, on peut se dire c'est pas difficile. En vrai non, c'est beaucoup plus facile pour que les projets ils se passent bien, d'avoir aussi bien les fonctionnels et bien sûr les techniques qui eux connaissent très très bien les limites de la machine, mais les fonctionnels aussi doivent la connaître en fait, pour pas survendre, faire rêver et ensuite apporter l'insatisfaction auprès du client, parce qu'il y a pas pire pour se tirer tout seul une balle dans le pied de dire on va y aller, c'est demain que ça arrive. Voilà. Ouais. Et pourquoi pas dire aussi, avant que tu puisses répondre, mais pourquoi pas aussi dire lorsque les choses peuvent être faisables ou pas, non ? J'imagine que par exemple, il faut peut-être aussi dire, notamment toi, peut-être dire à un client, ça c'est envisageable, ça c'est pas du tout envisageable. Et on a une image chez Gimini qu'on appelle le triangle magique, avec 3 éléments justement. Le premier élément, c'est le besoin du client, le scope, et le deuxième, c'est le budget du client, et le troisième, c'est le planning, le temps dans lequel on peut faire le projet. Et du coup, en fait, pour réussir un projet, il faut que ce triangle soit équilibré. Donc, du coup, si le client a un nouveau besoin, il faut adapter le budget, adapter le planning. Et du coup, chaque fois qu'on fait un projet, on a en tête cette image. On se dit, mais est-ce que... c'est l'échange que j'ai avec tous les chefs de projet, c'est est-ce que ton triangle est équilibré ou pas ? Donc, à chaque fois,
on a les chances, quand les projets sont en difficulté, les chefs de projet disent « Ah, mais mon triangle est en train de prendre l'eau ». Et on ajuste, on échange avec le client. Et ça, c'est hyper important et même pour faire participer le client justement dans la réussite du projet, de s'assurer que son besoin est en adéquation avec son budget et le planning. Ok, intéressant. Et comment vous fluidifiez effectivement aussi avec le client, par exemple externe, donc freelance, toi tu es effectivement au sein d'une ESN, client final du coup pour toi Adrien, comment ça fonctionne, comment vous travaillez tous ensemble du coup sur un projet, pour pas que chacun prenne trop de place peut-être, ou qui va être aussi la partie stratégique, est-ce que c'est aussi toi qui la prends des fois, par exemple, le client te laisse la main entièrement, Alors en fait l'avantage de travailler dans l'écosystème Salesforce, c'est qu'on a des vraies équipes cosmopolites, je veux dire, en fait, avec des profils variés, avec des freelances, des équipes métiers côté client qui interviennent aussi sur le projet. Et souvent, il y a un intégrateur du coup, qui porte la réalisation. Et il faut faire communiquer toutes ces équipes. Et là, en fait, il faut un chef de projet qui a cette capacité de faire communiquer, comme ils l'ont dit. C'est hyper important. Et du coup, mettre tout le monde dans le même bateau pour s'assurer que le projet... En fait, on n'est pas des équipes différentes qui jouent les uns contre les autres. C'est hyper important que les internes, les équipes métiers côté client, l'intégrateur, les freelances qui viennent aider justement pour accélérer le projet, soient tous dans le même bateau et aient un objectif commun. Travailler ensemble. C'est ça. Ouais. Pour la réussite du projet, du coup. C'est ça, c'est pas se blâmer en fait les uns les autres et se jeter la patate chaude. C'est à partir du moment en fait, où on commence à se jeter la patate chaude, c'est qu'il y a un problème en fait. Parce que je pense aussi que dans ce triangle, il y a ce qu'on appelle le RACI, les responsabilités de chacun en fait. Et il faut qu'elles soient très claires justement parce que si on ne sait pas qui doit faire quoi, c'est à partir de ce moment-là, mais même si on a de la communication, en fait, si on dit à quelqu'un peux-tu me donner ça, mais en fait, si la personne ne se sent pas responsable par rapport à ça, et en fait, elle va te donner potentiellement soit pas extrêmement défini ou de manière floue, ou même si elle pense qu'elle l'a donné, en fait, à partir du moment où elle ne sait pas que c'est sa responsabilité, en fait, tout simplement, ça prend l'eau parce que soit une autre personne va devoir prendre cette responsabilité et du coup, il y a un déséquilibre dans les rôles. Et ça, c'est hyper important. C'est ce genre de choses qui amène en fait à ce que les projets dérivent. Et d'ailleurs, vous avez des exemples justement de projets qui ont peut-être échoué. Comment vous avez justement rattrapé ça? On ne citera pas de nom. Sans donner de nom, mais de choses qui n'ont pas fonctionné et qui peuvent être intéressantes. Les leçons que vous avez apprises, quoi, en quelque sorte. Oui. On sent le vécu, Allez. là. On sent la douleur dans les barres. Ouais, ça me L'envie de rappelle, partager. ça me rappelle juste un projet qui avait pas fonctionné parce qu'on pouvait voir qu'il y a eu beaucoup d'intégrateurs qui sont arrivés sur ce projet-là. Sur la qualité du code, le code était constamment migré entre une équipe qui prenait le relais, après une autre. Et en fait, on arrivait avec du code qui était d'extrêmement mauvaise qualité et non documenté. Et puis en fait, aucune naming convention. Des donc conventions de nommage. voilà, c'est ça. Voilà, convention de Non, nommage. on comprend nos problèmes. Voilà. Et en fait, et donc c'est ça. Ça c'est quelque chose qui est, en tant que développeur, récupérer du code de mauvaise qualité, c'est encore pire que créer du code en termes de complexité. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui, c'est récupérer du code qui est de mauvaise qualité, le retravailler. C'était. On sent le vécu, on sent. La goutte de sueur. La douleur. La douleur dans les bras. Je te rejoins en fait que c'est pas que dans le code des fois qu'on récupère du mauvais, c'est aussi tous les projets en fait qu'on peut récupérer sur un intégrateur qui est, sur des intégrateurs, il n'y a pas forcément, je veux dire, c'est pas pour blâmer qui que ce soit, mais de temps en temps, en fait, on a le client justement qui demande tellement que les intégrateurs ou ceux qui font le projet n'ont pas le temps de documenter. Et même en tant que product owner, chef de projet, on arrive, on ne sait pas pourquoi les choix fonctionnels ont été faits, on ne sait rien, et du coup, on est là, bon. Du coup, on essaye juste en fait de rattraper les pots cassés, mais en n'ayant aucune certitude. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut, que j'ai vu sur des projets où c'est difficile. Trop flou en fait. Oui. Non, mais je vous rejoins. Je pense que la difficulté, c'est un projet qui démarre mal. C'est difficile
sauver un projet qui démarre mal. Et souvent, les clients, c'est vrai que les clients voient l'intégrateur, ils changent d'intégrateur, et du coup, c'est mauvais signe. Donc, un deuxième intégrateur, un troisième intégrateur qui arrive sur un projet, ce n'est souvent pas bon signe. Mais ça vient du fait que dès le départ, soit le projet a été mal sizé, soit par l'intégrateur parce qu'il voulait gagner le projet du client. Et ça peut être un projet même fait par un freelance en solo. En général, quand on size mal le projet, dès les premières difficultés, ça se complique. Et donc, du coup, il faut... Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Enfin, chez Gimini, on a cette transparence à la fois en interne et avec nos clients. C'est de remettre les choses à plat et d'expliquer, en fait, ce scope, on ne pourra pas le faire dans ce planning et dans ce budget. Donc, il y a des arbitrages à faire. Ce ne sont pas des discussions faciles, mais je pense que c'est hyper important de le faire parce que sinon, c'est les équipes qui en pâtissent. Le client, finalement, il investit du temps, de l'énergie et de l'argent. Et finalement, c'est des projets déceptifs. Et ça arrive. Et c'est aussi pour ça que, de manière globale, les projets informatiques, c'est pas que dans l'écosystème Salesforce, les projets informatiques sont compliqués. C'est aussi pour ça qu'on travaille un peu comme dans le bâtiment avec des termes AMO, architecte, parce que, en fait, c'est difficile de les planifier, c'est difficile d'anticiper les aléas, mais avec de la communication. Et aussi, en fait, il y a l'expérience aussi qui permet de réussir les projets. Voilà. Donc, c'est intéressant. Après, nous, entre guillemets, en tant que recruteurs, on a un point de vue un peu similaire, en fait, parce qu'on souffre. Quel est votre point de vue? Parce que nous, de notre côté, on souffre également, tout simplement, des projets qui sont mal sizés, où il y a énormément de changements d'intégrateurs, etc. Parce que, déjà, ça veut dire que le client, entre guillemets, n'a pas été capable de faire comprendre ses besoins clairs, ses besoins précis. Il a manqué de clarté ou il y a eu des coquilles qui ont été faites par beaucoup de personnes. Et nous, quand on arrive sur des besoins comme ça en tant que pompier, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que il y a déjà un manque de confiance de la part du client, il y a un manque de crédibilité en fait. Donc c'est un petit peu, je sais pas quel est ton point de vue Florence, mais c'est dur aussi pour nous. Voilà, nous aussi nous sommes victimes de la situation, ok. Moi j'aime bien prendre l'image de, je trouve qu'un projet c'est comme un orchestre. Il faut que tout le monde connaisse très très bien sa partition pour qu'effectivement ça fonctionne. Parce que sinon, ça sonne faux. Et c'est un peu le même principe pour un projet. C'est, à mon sens, chacun doit bien faire son travail, bien proposer des bonnes idées aussi, être proactif, avoir vraiment tout ça mis en place pour s'assurer qu'effectivement, ce soit une réussite, comme on l'a dit. Mais je rejoins un peu tout le monde là-dessus, quoi. Et moi, je tenais juste aussi à essayer de vous mettre à la place du consultant qui arrive dans ces situations où là, franchement, c'est un miracle qu'il faut. Ça met du stress, en fait, sur la personne alors qu'elle n'a même pas commencé sa mission. Et il faut franchement penser à ces gens qui, franchement, je leur donne chapeau. Moi, quand je vois, quand on me propose ce genre de projet, moi, je prends mes jambes à mon cou, j'avoue, parce que je ne suis pas magicienne, en fait. Est-ce qu'il ne faut pas dire justement au client aussi, ou votre employeur, si c'est un employeur, mais de dire là c'est vraiment pas possible, c'est pas faisable. Par contre, je te propose cette solution à mettre en place qui sera peut-être plus facile, plus simple et d'un point de vue, on va dire travail en osmose pour tout le monde, ça peut... Après, je pense aussi que le gros problème, c'est qu'il y a pas mal de clients qui se voilent la face aussi. Oui, et donc c'est les plus parfaits, c'est les plus beaux, etc. Donc tu peux rien leur dire. C'est comme un mari et une femme, en fait. Tu pousses, t'es dans la bonne direction, tu mets la personne. Exactement, tu mets dans la direction, mais tu dis pas trop, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais. C'est exactement l'exercice difficile que moi j'ai aussi dans mon rôle aujourd'hui, c'est d'amener le client à mettre un peu d'eau dans son vin et aussi d'accepter peut-être de revoir le scope. Et souvent, parce que en fait, souvent, les clients aussi ont tendance à sous-estimer leurs besoins. Et du coup, les personnes qui interviennent size mal. Et finalement, il s'offusque que les choses ne sont pas faites dans les temps, etc. Et dans un rapport client-prestataire, c'est souvent difficile pour le prestataire de pousser le client à se remettre en question. Mais
il faut le faire. Et je pense que pour réussir ces sujets, ne pas mettre les personnes en difficulté, parce que à la fin, bon, on sait, c'est des drames, c'est des traumatismes pour certaines personnes, c'est des personnes qui vont en burn-out. Et je pense que j'aime bien ce qu'on fait, mais on ne sauve pas des vies. Effectivement. Et donc, du coup, je pense que ces discussions, c'est des échanges difficiles, mais il faut les avoir. Et c'est important de les avoir. Et nous, on le fait. Enfin, même quitte à, des fois, en fait, il y a des clients qui ne sont pas contents, on les perd. Et ils reviennent après, ils me disent, ah, mais en fait, vous avez raison. Et je pense que dans une démarche durable, pour construire une relation de confiance avec les consultants, avec le client, c'est mieux d'avoir ces discussions difficiles même. Donc c'est toujours entre guillemets la communication qui va l'idée en fait tout dans les projets quoi. Et comment faites-vous quand vous n'arrivez pas à communiquer? Il y a un point de non-retour. Et à poser des limites du coup au final aussi. Oui, je pense qu'en fait, des fois, il vaut mieux se retirer d'une situation que par l'expérience, tu vas voir qui va être complexe, en fait, que de te retrouver, en fait, à ce que quelqu'un te reproche d'avoir travaillé pour lui pendant 6 mois et de ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme. Moi, je suis quelqu'un qui tire la sonnette d'alarme, même peut-être trop vite, mais pour la simple et bonne raison que moi, l'accumulation de problèmes, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Et franchement, je pense que travailler toujours en transparence et en disant attention, on va se prendre le mur, le dire. Je suis même plutôt, je sais pas pour vous, mais plutôt tendance à le dire à l'oral. Et puis au bout d'un moment, tu l'écris. Parce qu'on sait très bien que les écrits restent et ne pas les paroles. Et qu'on ne se souvient plus quand on a sonné la sonnette d'alarme. Mais je ne le fais pas en premier geste. Je préviens, etc., beaucoup dans la communication. Et puis au bout d'un moment, pour se dédouaner et pour se protéger aussi. Tout simplement. C'est même pas se dédouaner, c'est se protéger. J'ai déjà dit ça, j'ai expliqué. Vous prenez quand même la décision d'eux. Mais il faut en fait de temps en temps se dire que dans des projets, on peut ne pas être dans une communication que positive, à se dire qu'on est des bisounours, etc. Il y a des moments où on dit, alors voilà, il y a A et B. B, c'est la mauvaise option. Si vous la prenez, d'accord, mais vous êtes conscient. Voilà. Et c'est là qu'on se protège en mettant à plat et en mettant à l'écrit ce qu'on a proposé et ce qui a été choisi. Parce que ça arrive quand même que les clients soient de mauvaise foi. Ça peut arriver. Et toi, Adrien, du coup, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que tu as très bien résumé le fond de ma pensée aussi. J'ai pas forcément d'expérience où on est arrivé à un point de rupture. T'as eu de la chance. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est aussi je pense que c'est aussi pour ça que j'aime mon métier de développeur, c'est que je suis pas trop. Il y a d'autres personnes qui s'occupent de ce genre de. Facing. Voilà. Le facing, ce n'est pas toi. C'est ça. Moi, je parle à mon écran. Voilà. Bon, globalement, mais voilà, c'est pas moi qui vais gérer ce genre de conflit et ça me convient. Et comment tu gères, par exemple, dans un projet, quand il y a une fonctionnalité qui était prévue en standard et que tu te rends compte que en fait, il faut faire du développement. Et donc, du coup, ça génère... et je me dis, en fait, je me dis, mais c'est peut-être pas faisable. Alors, il y a deux approches. Je me rappelle, en ESN, on poussait vraiment standard, peu d'Apex. Là, en client final, on n'a pas cette... contrainte, ces contraintes-là. Donc, on passe globalement tout sur du custo, sur de l'Apex. Donc... Dès qu'on a une fonction, on va même tendance à choisir de l'Apex plutôt que du Flow pour avoir... Oui, dans certains cas, c'est mieux. Et pour compléter, moi, le cas de figure où on a des projets difficiles, nous, de notre côté, s'il y a un dernier truc que je rappelle, c'est que on a souvent tendance, nous, même nos consultants, à communiquer à l'oral. Mais sauf que quand le projet se passe mal, le client a besoin d'écrits parce qu'on a un devoir de conseil. Et légalement, si on n'a pas alerté les clients avec des écrits, et moi je le rappelle souvent, c'est bien de dire les choses gentiment et c'est très bien. Mais des fois, il faut mettre la forme pour s'assurer que les clients se sentent responsables aussi du projet. Et aussi, en fait, c'est notre rôle d'avoir ce devoir de conseil.
De mon côté aussi, dès que je vois qu'un consultant freelance est un petit peu en difficulté, c'est vrai que je le conseille toujours de tout simplement de faire des écrits, de montrer exactement son day-to-day, ce qu'il a fait, pourquoi il a fait, comment il a fait. Comme ça évite, quand ça prend l'eau, d'être blâmé quoi, pour des choses dont lesquelles ils ne sont pas responsables, quoi. Et en termes d'exemples concrets, est-ce que vous avez vraiment un exemple concret d'un projet qui était à 2 doigts de prendre l'eau et que finalement vous avez réussi à sauver ou quelque chose comme ça? Solène, hey Genre. J'ai un exemple concret en fait où je pense justement un projet en fait mal sizé, à une complexité technique en fait chez le client qui n'était pas prise en compte aussi bien qu'il l'aurait fallu, et sur lequel moi je suis arrivée, il y avait déjà 1 année de retard. Donc bon voilà, en même temps, quand il y a déjà 1 année de retard, tu te dis qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et bien en fait, je pense que quand c'est comme ça, il faut essayer de retrouver en fait, en tout cas ce qui s'est passé pour nous, c'était d'essayer de remettre en fait le client les pieds sur terre, parce que bien sûr c'est leur rêve en fait, souvent, hein, entre la complexité en fait du client plus le rêve de ce qu'il veut, et surtout qu'il n'accepte pas d'emmener en fait en production des choses simples, puis ensuite qu'il fasse différentes versions. C'est ça en fait qui a été un gros travail en fait d'évangélisation, en disant il faut qu'on passe par ça, puis on va stabiliser, puis on repasse, on va revenir améliorer, puis on se restabilise. Bon, bref, tout ce travail, pour nous, quand je suis arrivée, ça a pris 6 mois, puis on a, en fait, pendant ces 6 mois, on a s'y testé, et en 9 mois, on a sorti quelque chose, alors que quand je suis arrivée, c'était, je pense qu'on va faire ça, mais il n'y avait rien de concret. D'ailleurs, moi, je suis arrivée sans rien promettre non plus, en disant, il faut qu'on essaye de comprendre où ça pêche, en fait. Et donc voilà, c'est ça. Moi, je pense que je suis pas la seule à avoir des histoires comme ça, des projets en fait qui sont en retard. Il y en a plein. Par contre, je peux aussi dire que j'ai un projet qui a eu 5 jours de retard, et j'ai jamais vu ça. 5 jours, j'avais l'impression d'avoir ramené la ligne pour mon client, et j'étais super contente. J'ai jamais vu ça, parce que le client, il a été pris dès le début en disant, vaut mieux pas qu'on fasse ça, ça va être très rapide, j'ai déjà vu, parce que le client, en fait, aussi, vient chercher de l'expérience. Qu'est-ce que tu as fait chez les autres? Et en fait, quand on lui dit, alors, comment j'ai fait sur les autres, mais j'ai pas la science infuse, mais voici comment est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose, et qu'il t'écoute, tu as de la chance quand tu as un client comme ça, en fait. Oui, clairement. Et comme tu le disais, l'expérience qu'on a aussi, nous, aujourd'hui, on a de moins en moins de projets difficiles. On en aura toujours, hein. On ne cherche pas à en avoir. Mais ce qu'on arrive à faire, et ce qu'on a fait justement pour sauver ces projets, entre guillemets, c'est déjà de mettre les choses à plat. Et nous, des fois, on a la chance, souvent, quand c'est un nouveau projet, on peut faire intervenir Salesforce. Donc, du coup, ils peuvent nous aider à pousser le client, souvent, comme tu l'as dit, à sortir une version. Ce que nous appelons une première version viable, parce que ça donne un momentum de succès au projet. Et donc, du coup, ça donne aussi un sens de réalité au client, en disant, oui, parce que souvent, il y a des métiers qui conçoivent des solutions de rêve, mais qui n'ont pas de réalité terrain. Et tant qu'on n'est pas... Et souvent, même en atelier, ils ne veulent pas qu'on parle à des utilisateurs finaux, les personnes qui vont utiliser ces... Donc, du coup, les projets peuvent se crisper. Et là, en fait, il faut aller au niveau du sponsor, au niveau de Salesforce, justement pour décrisper les sujets. Et en général, quand on fait ça, il y a de fortes chances que le projet réussisse. Non, mais tu as tellement raison, Yacouba, sur le fait qu'il peut avoir, en fait, c'est un peu comme le téléphone arabe. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui nous dit que la personne a besoin de ça. Et en fait, c'est tellement important d'aller voir l'utilisateur final, connaître ses pain points à lui, et c'est pas grave en fait si c'est pas quelqu'un de chez le client. Moi, ça m'est arrivé sur tous mes derniers projets. J'ai eu de la chance de pouvoir aller en magasin, en fait, aller passer une journée, être dans leurs chaussures en fait, parce que moi, ça me faisait penser à des choses en fait directement, ou peut-être pas. Hein, c'est pas toujours, on n'est pas toujours à avoir une idée du siècle, etc. Mais n'empêche qu'une fois que tu es en train d'écrire tes user stories,
en fait, c'est plus quelque chose que tu imagines, c'est quelque chose que tu as vu. Et que tu comprends du coup. Exactement. Donc, tu peux... Je suis totalement d'accord avec toi. En arrivant là, moi, je travaille chez un client final, pardon. Et les premières journées, c'est journée avec les agents, avec les ops, pour voir en fait ton travail, qu'est-ce que ça va... Enfin, quel impact. Ouais. Genre, on parle pas du tout de dev, on parle pas du tout de flow, etc. On parle métier, parce que c'est vrai que parfois, quand nous, développeurs, quand on est en face de nos écrans, on voit... Voilà, on règle une méthode, oh ça marche, super, la classe de test passe, super, mais au final, c'est des agents qui vont utiliser ça, et on fait gagner du temps à des agents, mais c'est super important de voir finalement comment ils utilisent ce système. Et ça fait partie des premiers jours de formation, c'est on est accompagné par un agent et il nous montre en fait ce qu'ils font, pour voir. Voilà, c'est très très important. Ouais, c'est super important. Enfin, je pense que dans tous les cas, dans tous les projets, le plus important, c'est vraiment de comprendre le métier, pourquoi on fait les choses, et le projet aura forcément beaucoup plus d'impact. Moi, j'ai une question pour vous. C'est sur la partie, comme on appelle ça, quand on ajoute du coup à la boucle, justement, comme Yacouba le mentionnait, Salesforce. Qu'est-ce que ça change en fait? Parce qu'il y a certains, moi je sais qu'il y a certains clients finaux qui disent quand il y a Salesforce, même si on adore Salesforce, on est fan et passionné de Salesforce, des fois on n'aime pas forcément l'impact que ça apporte. Et des fois, au contraire, ça a un impact super positif parce qu'ils ont la connaissance technologique. Quel est votre point de vue de votre côté? Comment vous voyez les choses? Et est-ce que ça a changé des fois pour vous sur des projets ou pas quoi? Chez nous, par exemple, Salesforce, c'est le centre de tout dans notre société. Le noyau dur. C'est vraiment ça. C'est le noyau dur de tout le business. Donc, l'impact, il est énorme. En tout cas, chez nous, tout gravite autour de Salesforce. Vraiment, tout gravite autour de Salesforce. Les systèmes externes qui communiquent avec Salesforce. Mais Salesforce, c'est vraiment là... c'est le maître, c'est le maître. Donc, c'est un terme maître-esclave. Donc, oui, Salesforce a un impact super important, en tout cas chez nous. Justement, avec cette notion de maître et esclave, c'est quelque chose qui me fait tellement rire, justement, parce que les autres équipes qui travaillent sur d'autres technos, on arrive et on dit, bon, bah, la donnée, de toute façon, maître, c'est Salesforce. Les systèmes de caisse, non, bien sûr, mais en fait, tout ce qui est client, et comme Salesforce fait du client, du coup, c'est Salesforce. Et en fait, moi, quand Salesforce est intervenu sur mes projets, je trouvais que c'était une chose positive parce que on a du coup cette histoire justement de clients qui rêvent et c'est super de rêver. Et il faut garder des clients qui rêvent, mais souvent en fait le rêve amène à du custom et à des choses en fait qui sont pas bien dans Salesforce et que des personnes suivantes ou la version suivante de Salesforce n'acceptent pas. Salesforce vient un petit peu en cup. Voilà, c'est le policier en fait. Oui. Parce que nous, on va dire, vous savez, c'est pas dans les standards, c'est pas comme ça, c'est pas cohérent. Attention, la prochaine version, c'est peut-être pas, ça passera pas. Et on le dit, mais on est tout seul. Si Salesforce le dit, c'est super parce qu'il y a plus de débat en fait. Donc autant ils apportent bien sûr de la technicité, mais ils apportent aussi en fait un rappel des règles qui sont importantes, je pense, dans la viabilité des projets. C'est qu'on fait pas des projets pour une année. C'est qu'on fait des projets, les clients, ils investissent quand même, on sait ça, sur des projets, ils investissent sur du long terme. Pour que ça soit du long terme, il faut aussi respecter les règles de Salesforce. Et donc, c'est hyper important qu'ils viennent, de temps en temps. Intéressant. Et c'est aussi un tiers de confiance, parce que jusqu'à présent, c'est vrai, on se dit, les clients... J'aimerais quand même relativiser. Des fois, les projets ne réussissent pas à cause de nous, les consultants. Parce qu'on n'a pas, on n'a peut-être pas l'expertise, ou bien on a mal identifié le contexte. On n'a pas. Et souvent, Salesforce nous challenge aussi. Je pense que il porte la voix du client, et je pense que ça permet d'avoir un équilibre dans le projet, ou bien où il challenge par exemple un intégrateur qui n'a pas une expertise par exemple sur un cloud et soit il vous apporte de l'expertise sur ces clouds justement pour le succès du projet. Ça, ils le font souvent.
ça peut apporter une bouffée d'air frais. Et aussi, et ça permet, parce que nous, le fait de travailler avec Salesforce, ça nous permet aussi de ne pas vendre de rêve en amont, parce qu'on sait que quand on est en difficulté, si Salesforce nous vient à l'aide, en gros, il y aura un suivi. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on fait intervenir Salesforce, on le fait avec les clients. On se dit, là, sur ce sujet, soit on manque d'expertise en interne, et on le fait honnêtement, en toute franchise. Et du coup, on fait appel à l'intégrateur. Du coup, Salesforce peut apporter de l'expertise. Après, ils peuvent apporter, comme le disait Solène, la durabilité du projet. Enfin, le fait de revenir dans le standard pour permettre de se projeter dans le futur. Et ça, souvent, quand les clients veulent des fonctionnalités, ils ne veulent pas entendre que en fait, c'est pas peut-être une bonne idée de la faire comme ils la souhaitent exactement. Et Salesforce peut porter ce discours-là. Donc, ça fluidifie l'échange, ça nous challenge. Et du coup, ouais, effectivement, c'est... Intéressant. Du coup, pour conclure sur cette partie, si vous avez chacun un conseil à donner pour la réussite des projets, du coup, ça serait quoi? On a dit un conseil. Hein. Pas trop. Équilibre ton triangle. Hashtag Yumini. Communication au sens global, et je pense que ça a plein de traductions en fait au niveau du projet. Et je pense aussi, mine de rien, une bonne équipe équilibrée aussi. Hein. Oui. Je pense, c'est important. Ouais. Parce que l'humain aussi bien chez le client, parce que bien sûr on parle qu'entre nous qui sont des sachants Salesforce, mais aussi en face. Hein. Si on n'a pas en fait quelqu'un qui peut faire du répondant, etc., et apporter de l'information, je pense que la communication, il faut qu'il y ait des équipes qui sont équilibrées des deux côtés, et de la communication de tout le monde, et il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Okay. Et toi, Adrien? Ouais, je vais me répéter un peu, mais la communication, que les développeurs soient compris et que les développeurs comprennent ce qu'on attend d'eux. Voilà, globalement. Intéressant. La clarté, quoi. La clarté, Ouais. la clarté, c'est ce qui... Ouais. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Enfin, quel est... Alors, nous, on n'est pas consultante Salesforce, hein. On le répète, Pas encore, mais on ne sait jamais. sait-on jamais. Parlons du marché du recrutement, alors. Comment ça se Ok. passe en ce moment? Très bien. Alors, je propose, moi, parler sur la partie CDI et puis Graziella parlera un peu plus sur la partie freelance. Le marché Salesforce, il change. Je pense qu'il est arrivé à une certaine maturité aussi. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui est lié un peu on va dire un peu une crise économique et politique qu'on a aussi, qui affecte un petit peu aussi les recrutements de manière générale pour toutes les entreprises, mais je dirais pas que Salesforce, je pense de manière générale dans la tech, sauf effectivement les technologies qui sont, à mon sens, si je prends la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins primaires pour une entreprise, forcément ils sont obligés de continuer à faire du recrutement. Mais je dirais qu'on est dans une phase effectivement de maturité, dans une petite crise, mais je pense que c'est quelque chose qui va changer et qui va bouger. On l'a toujours vu dans Salesforce, il y a toujours eu des pentes, des montées, du up and down comme on dit en anglais. Et c'est l'impression que ça me donne, et je suis quasiment sûre que ça va être ça. Nous, ça fait à peu près 9 ans avec Graziella qu'on est dans l'univers Salesforce et dans le recrutement de profils Salesforce. Et on l'a vu, hein, quand on a commencé, il n'y avait rien sur Salesforce. Et puis ensuite, il y a eu un boom, et puis ensuite, c'est redevenu un peu plus bas, et puis c'est reparti. Ça a toujours été ça. Donc, je dirais que c'est comme ça un peu le marché, en tout cas sur la partie CDI. Ouais, totalement. Dans tous les cas, tout ce qui monte redescend forcément. Là, on est dans un moment où c'est très, très, très tendu, avec toujours énormément de consultants disponibles, pas mal de changements, du coup, comme on en discutait tout à l'heure, avec des freelances qui deviennent CDI et vice-versa. Ouais. Après, ça dépend. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans un marché comme ça, c'est toi un petit peu et ta chance que tu peux apporter comme valeur à ton client, les opportunités que tu te crées. Est-ce que tu es un consultant qui est passif, qui reste chez toi et qui attend que les choses se passent, ou est-ce que tu prends des actions positives pour améliorer ta situation, pour trouver des missions, pour apporter de la valeur au marché et à l'écosystème? Donc après, j'ai envie de dire que la carrière des consultants, en général, que ce soit CDI ou freelance, elle dépend de nous.
Elles dépendent de nous à 100%, même nous de notre côté aujourd'hui. Enfin, le business qu'on a, c'est parce que on est parti le chercher dans tous les cas. Et un consultant qui trouve des missions en ce moment, c'est parce que il est parti chercher sa mission. Rien lâcher, c'est sûr. Exactement. Donc, marché compliqué, oui. Faut se créer des opportunités. Des clients qui recherchent des consultants, il y en a, oui, il y en a moins, mais il y en a toujours. Mais justement, en fait, les clients, quand ils recherchent quel type de maturité ou d'expérience chez un consultant? Moi, de mon côté, je recherche toujours des consultants qui peuvent faire tout à la fois. Des consultants vraiment technico-fonctionnels, qui comprennent, qui ont des connaissances multi-cloud. On est plus sur un profil, à la base, ils cherchaient un développeur, un admin, un chef de projet. On est vraiment sur des profils qui sont vraiment très, très transverses et qui peuvent répondre à plusieurs problématiques internes et des problèmes qu'ils vont rencontrer dans le futur aussi. Donc voilà. Mais du coup, c'est pas des juniors, du coup. Non, pas du tout. Sur la partie freelance, on est vraiment sur des experts. Sur la partie CDI, ça dépend. Pour être honnête, on n'est pas dans une situation aujourd'hui où la plupart des entreprises vont chercher aussi des juniors, vont être d'ailleurs aidés par Salesforce, qui a créé d'ailleurs un mouvement qui s'appelle 1000 femmes dans la tech, pour aider d'ailleurs les femmes à se lancer dans la tech. Ouais, ils avaient créé ça. Donc il y avait pas mal de choses qui ont été faites. Maintenant, le contexte aujourd'hui fait qu'ils vont pas rechercher quelqu'un qui va être junior, mais par exemple quelqu'un qui a 2-3 ans d'alternance sur du Salesforce, c'est totalement faisable. Aujourd'hui, on a des clients qui nous demandent justement des profils comme cela, mais ça dépend. Après, de manière générale, c'est toujours quand même un minimum d'expertise sur Salesforce, de 2-3 ans d'expérience, quoi, plus ou moins. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent de plus, en fait? Genre des consultants techniques. Alors, tout type de profil. Ça va du technique, du spécialisé, du fonctionnel. Maintenant, je cache pas, ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est que maintenant, ils vont pas rechercher juste quelqu'un qui est très, très bon dans ce qu'il fait. Ils vont chercher ce qu'il y a autour. Quelqu'un qui va s'intégrer avec l'équipe, quelqu'un qui va quand même être communicant. Qui connaît pas bien ce qu'il fait. Non, mais forcément, qui s'intègre à l'équipe, qui est communicant, qui discute, qui a envie qui aime apprendre de nouvelles choses aussi, qui vraiment participe aussi à la vie, en tout cas sur la partie CDI, à la vie d'entreprise. Donc l'attitude. Voilà, l'attitude est quand même assez importante aujourd'hui, plus qu'avant. Ça m'amène à ma question. Allez. En tant que recruteuse, donc évidemment, vous recrutez des profils techniques. Moi, là, je commence à m'intéresser un peu au recrutement là où je travaille. Mais je suis pas formé. Alors, je suis formé pour tester quelqu'un sur le plan technique, mais je suis pas formé pour tester quelqu'un sur le plan humain, disons. Pour vous, quels sont on appelle ça les soft skills, je crois, les compétences sociales. Pour être un bon développeur, quels sont les soft skills qu'une entreprise va rechercher chez un développeur? Alors, sur la partie CDI, mais je pense que ça se rejoint aussi beaucoup sur la partie freelance. On l'a dit 10 fois, mais la communication est super importante en vrai. Mais on a parlé aussi de posture dans nos épisodes précédents d'ailleurs. Ça, c'est très important pour un technique. Et ça, on va le voir sur plusieurs points. Première chose, c'est quand la personne elle va parler de son parcours. Voir déjà si elle est structurée dans son parcours. Ce qu'on remarque sur des profils un peu plus techniques, c'est qu'il y a une certaine timidité où j'ai fait dans telle entreprise, tel projet. Et puis, ça ne va pas aller dans le détail, effectivement, ou tout simplement de manière synthétique, mais structurée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que c'est surtout la façon dont la personne elle va poser des questions aussi. Généralement, il faut poser des questions à la fin de l'entretien, par exemple, s'intéresser à l'entreprise. La préparation avant l'entretien aussi, donc s'être intéressé à l'entreprise, savoir ce qu'ils font, comprendre un peu le contexte de l'équipe, tout ça fait que aussi ça montre une certaine motivation. Mais je dirais pas que les développeurs, de manière générale, tout le monde devrait être comme ça. Et puis bien évidemment, alors je dirais que ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est le candidat qui va un peu plus loin. C'est-à-dire que lui, il a fini son entretien, il a adoré, ça a été un match, il a eu un coup de cœur sur cette entreprise ou avec la personne avec qui il va être amené à travailler.
c'est de faire un petit mail et dire je vous remercie pour cet entretien, je suis disponible si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, et j'espère que ce sera positif, quoi, en quelque sorte. Donc montrer encore son intérêt même après l'entretien. Et après, bien évidemment, se rendre disponible rapidement pour pouvoir passer les entretiens s'il y a une suite, ou même pour pouvoir commencer, ne pas avoir peur de dire qu'ils sont disponibles immédiatement pour les profils en CDI, par exemple, aussi. Moi, de mon côté, sur la partie freelance, ce que j'essaye de faire, c'est plus... parce que le travail, on va dire que c'est bien, et tu l'as mentionné, et c'est important de le mentionner, mais je pense qu'en fait, le plus important pour moi, c'est que les consultants soient en mesure de créer un lien. Donc, prior entretien, avant les entretiens, moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de comprendre les consultants, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent, est-ce qu'ils sont assez ouverts à la communication ou pas, est-ce qu'ils répondent de manière transparente ou tu as l'impression d'être bidonné, ce genre de choses. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence aussi dans un projet, parce que si tu as une personne qui n'est pas transparente, qui n'est même pas capable de te dire ce qu'elle a mangé ce matin, c'est pas en projet ou avec un contexte difficile qu'elle va être capable. Donc moi, je pense que c'est plus essayer de créer un lien. Est-ce que, comment on appelle ça, ça va fitter d'un point de vue personnalité avec les équipes, etc. Parce que l'humain reste au centre de tout, dans tous les cas. Donc, vraiment, essayer d'établir le contact, comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, est-ce qu'elle va avoir de l'impact sur le projet, est-ce qu'elle va être positive aussi pour la vie d'entreprise, qu'est-ce qu'elle ramène, en fait. Parce que des fois, il y a, comme Florence l'a dit tout à l'heure, des fois, il y a des consultants, effectivement, ils sont moyennement bons techniquement, mais le fait qu'ils ont une attitude, qu'ils apportent une attitude super positive, et ça change la lumière du projet et le projet va avancer 10 fois plus vite. Ouais. J'ai eu des clients d'ailleurs comme ça qui ont fait passer des entretiens à des candidats qui techniquement, vraiment pour test technique, c'était pas trop ça non plus, c'était moyen effectivement. Ils se sont dit, il y a tellement quelqu'un qui en veut, qui a vraiment la bonne posture, qui s'est bien renseigné sur l'entreprise et qui veut vraiment nous rejoindre, qu'en fait on va le faire monter en compétence dans notre entreprise. Et celui qui était très expert mais qui était plus en retrait, c'est pas lui qui a été pris au final. Donc il y a aussi ça qu'il faut, comme elle le dit bien, Gardira, c'est le lien qui est super important à créer avec son interlocuteur et avec son N+1 avec lesquels on va travailler, par exemple, ou son équipe aussi. Ok. Les filles, justement, vous parlez en fait de manière très passionnée, puisque ça fait quand même pas mal de temps que vous faites ça. Du coup, ça, c'est le recrutement. Mais qu'est-ce qui vous a donné en fait envie de faire ce podcast ? La boîte à questions. Tout à fait. Je dirais que c'est venu d'une idée où on faisait pas mal de... déjà, on avait fait quand même pas mal de vidéos où on participait, soit dans les communautés, ou alors où on intervenait aussi sur ce qu'on appelle des sortes de vidéos pour présenter un petit peu ce qu'est le recrutement de manière générale. Et on s'est dit, on a envie, parce que déjà, on s'apprécie et puis on est collègues et amis depuis plusieurs années. Mais on s'est dit, ce serait intéressant de donner la parole aux autres. Donc nous, on ne voulait pas créer la boîte à questions et se mettre forcément nous en avant. C'est plus de mettre en avant les personnes qui sont importantes dans l'écosystème et de pouvoir apprendre de vous aussi. Parce qu'en fait, on s'est dit, c'est top parce que nous, on est dans le recrutement, on connaît très très bien le recrutement, mais on a envie d'avoir vos avis, vos opinions, de savoir comment ça se passe pour vous et de mettre en lumière des personnes qui ne sont pas forcément visibles tous les jours ou qu'on ne voit pas tout le temps sur les réseaux, et de donner la parole à d'autres personnes. Je trouve que c'est très enrichissant. Exactement, et puis en fait, moi... de mon avis assez tranché, comme d'habitude. Du coup, en fait, sur Salesforce, moi, personnellement, je trouve qu'il y a les MVP, après, il y a les 10 grosses têtes en France, et en fait, après, les autres, ils n'ont pas forcément la parole. Et il y a des consultants qui ont beaucoup d'impact sur le marché, parce qu'ils aident, je pense que Yacouba, tu as beaucoup d'impact sur le marché parce que tu aides de nombreux consultants. Solène, tu as fait changer la vie de ton client. Adrien, c'est pareil, tu impactes des projets. Donc, en fait, nous, je pense que c'est apporter de la valeur et puis enrichir cet écosystème. Et aussi, c'est un nouveau marché. En France, il n'y a pas énormément de personnes qui fait ça. Donc, un angle différent, un contenu un petit peu différent et puis enrichir ce marché, tout simplement. Et de femmes. Et de femmes. Exactement. Et oui. Donc voilà un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on clôture pour aujourd'hui ? Pour ma part, ça va. Ça va, ok. Eh bien, écoutez, c'est bon.
Parfait. Eh ben, Pas de parfait. questions. Merci. Merci à vous. Merci à vous. N'oubliez pas de liker et subscribe. Et subscribe, forcément. Like, subscribe. Et on a la peluche aussi. Ah oui, petite peluche, effectivement. Petite peluche pour faire gagner. Notre peluche qu'on a personnalisée exactement avec la boîte à questions. Et donc, du coup, il y aura un heureux gagnant très rapidement. Voilà. Donc, merci à tous pour aujourd'hui et à très vite. Merci. Merci.